Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Wi-Fi Café Ambition. Aujourd'hui, on a tout un podcast un peu différent des autres. On va aller un peu dans le moins technique que d'habitude et puis on va parler de un gros événement qui s'est passé dans l'actualité, quelque chose qui est gros pour nous, parce que c'est quelque chose où qu'on pourrait dire un événement qu'on était indirectement proche. C'est un événement qu'on a beaucoup entendu parler, un événement où est-ce qu'on se fait beaucoup questionner et puis qu'on a beaucoup à parler dessus et puis on a une opinion là-dessus. Donc Josiane, bienvenue au podcast. Bonjour! Donc, oui, c'est ça. C'est un événement qui s'est passé dans les médias. Fait que c'est le deuxième podcast cette semaine. Et on va vraiment avoir un invité qui nous tient à cœur, qu'on adore et qui est à l'autre bout de l'Atlantique. Oui, non, le Pacifique, Atlantique, je sais plus. Atlantique. Oui, Atlantique. Donc, en France. Et puis, elle va nous raconter son histoire par rapport à cet événement-là. Mm-hmm. Et ça l'implique aussi un petit peu du marketing web et tout ça parce qu'il y a eu beaucoup de choses biaisées dans ce dossier-là. C'est un énorme dossier. Et puis pour la première fois sur le podcast, on va essayer notre nouvelle intro. Donc, l'entreprise qu'on parle aujourd'hui, c'est Bigarad. Bigarad qui a fait couler pour, disons, pas les bonnes raisons exactement, de l'encre dans les médias énormément. Il est arrivé des choses où est-ce que ils ont fait des erreurs qui sont des erreurs, on pourrait dire, entrepreneuriales. Des erreurs qui pourraient être pardonnables, on va dire. Des erreurs du genre... qui ont promis plus de produits que qu'est-ce qu'ils étaient capables de livrer. Bon, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui ne devraient pas arriver quand on est bien organisé, mais c'est des choses qui arrivent, et puis c'est des choses qui se pardonnent. Néanmoins, d'avoir eu le spotlight sur eux a fait découvrir d'autres choses un peu plus profondes sur qu'est-ce qui tourne pas nécessairement rond dans cette entreprise-là. Il y a des choses qu'on croit être vraies, des choses qu'on n'est pas sûr, des choses qu'ils font. Un peu plus tard aujourd'hui, notre invitée va nous en parler parce qu'elle a travaillé là-bas pendant quelques semaines, quelques mois, et elle a toute une histoire. Elle a été mentionnée, c'est dans le Journal de Montréal, Josiane, je crois? Journal de Montréal et La Presse. Dans le Journal de Montréal et La Presse. Avant de commencer, François Lambert, sur cet événement-là, avec qu'est-ce qui est arrivé avec Bigarad, qui n'a pas été capable de livrer la marchandise pour des milliers de clients, ou est-ce que des investisseurs qui auraient été potentiellement floués, a partagé un avis. Et puis, normalement, ce que François Lambert partage, c'est assez souvent sur la même longueur d'onde que nous. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet avec notre invité, justement, qui est à l'intérieur de cette entreprise-là, on va lire qu'est-ce que lui a à dire dessus, et puis on va faire un petit recap, Josiane, sur l'article du Journal de Montréal. C'est le Journal de Montréal, c'est bien ça? Et La Presse aussi, c'est à peu près le même article. Est-ce que tu veux me les résumer après que j'ai fini? Oui. Parfait. Donc, François Lambert, qu'est-ce qu'il y a à en dire là-dessus? Quand tout est mauvais. En affaires, il y a le principe de due diligence, en français, vérification diligente. Dans l'empressement de faire une passe d'argent, ben oui, une passe de cash, et de tout ramasser le marché, on a un entrepreneur qui veut sauter sur l'occasion de se réinventer. On a un investisseur qui veut, entre guillemets, aider, et lui aussi faire une passe de cash. Jusque-là, tout est bien, tout est correct. Mais là, ça se corse. L'investisseur n'a évidemment pas fait cette vérification diligente, car ce n'est pas la première fois que cet entrepreneur faisait les manchettes au diable les vérifications quand il y a une passe de cash à faire. On coupe les coins ronds. Autre point, ils ont oublié le client. De la pub à ne plus en finir sur le web, à la radio, au 98.5 FM, même Paul Arcand a voulu les blaster et il a dû se retenir tellement elle avait acheté de publicité sur les ondes de cette radio-là. Elle venait de mettre 10 000 $ en publicité alors que le marché de la pub était à terre. C'est inacceptable d'accepter des commandes et de continuer à faire de la publicité alors que la capacité de livrer n'est pas au rendez-vous. Ce genre d'entreprise fait mal paraître l'industrie au complet du commerce en ligne. Plusieurs fournisseurs de masques voulaient que je vende leurs masques en pré-vente. Cette offre a été refusée. Je vends ce que j'ai à vendre,
point. Et surtout, je veux expédier la même journée. L'investisseur a été aussi négligent que l'entrepreneur en continuant de prendre des commandes. Ce genre de comportement délinquant au nom du profit m'énerve au plus haut point. Les masques et gels que j'offre sur mon site, c'est parce que je les ai en stock. Donc, j'ai cité François Lambert, qu'est-ce qu'il y avait à dire là-dessus. Donc, Josiane, raconte-moi un peu ce que les articles dans les journaux, dans les médias en disent. Exactement. Donc, dans les médias, la presse, autant que le Journal de Montréal, on va exposer la situation par rapport à Dominique Gagnon, qui est un entrepreneur quand même bien connu. Il a été impliqué au niveau de Adopt Inc. et de d'autres organismes pour aider les entrepreneurs. C'est vraiment quelqu'un qui est philanthrope, si on peut dire, dans le monde entrepreneurial, et il est reconnu pour ça, à aider les entrepreneurs. Et il a voulu investir pour la fabrication des masques. Mais là, jusque-là, tu sais, promettre des produits, pas être capable de livrer parce qu'on manque de fourniture ou peu importe, c'est des choses qui arrivent pour beaucoup d'entreprises, surtout dans un temps de crise où est-ce que les livraisons sont plus difficiles. On le voit avec Post Canada. Jusque-là, tu sais, ça va. OK, bon, il y a des choses, tu sais, c'est sûr que quand tu fais des promesses de livraison, faut que tu fasses des promesses de livraison. Mais là, après ça, on apprend que il y a des clients qui recevaient aussi les mauvaises commandes, que, tu sais, on a fouillé sur les médias sociaux, puis elle leur dit quasiment de manger de la chenoute. Et là, encore plus loin que ça, et c'est là que notre invité va rentrer. La manière dont elle parle à ses clients, la manière dont elle parle à ses clients sur les médias sociaux, c'est complètement inacceptable. Mais dans les groupes de femmes entrepreneurs et tout ça, elle était, et moi, c'est pour ça aussi, parce que j'avais été avisée, on s'est fait taguer à plusieurs reprises. Elle a pas pu payer ses experts en marketing web. Elle leur faisait faire des tâches connexes, pas rapport. Elle leur faisait faire des 12 heures, 20 heures par jour. Et puis, ça, elle c'est sur l'entièreté de son staff, à ce que j'ai pu comprendre. La plupart, oui, parce que moi, je connais quelqu'un qui m'a dit, ben moi, j'ai jamais eu de misère à me faire payer, puis chaque fois, j'ai fait des petites choses pour elle. Mais on a pas eu de problème. D'autres gens, justement, qui ont eu ce discours totalement contraire. Exactement. Là, qui se sont jamais puis, même fait payer. c'est ça. Puis, tu sais, comme beaucoup de personnes me taguaient, et j'étais au courant de ces histoires-là par rapport à Bigarade et tout, genre, justement, que son règne de terreur était, tu sais, c'est comme, puis moi, des clients comme ça, qui, genre, mettent leur pouvoir ou qui se pensent plus big shot que moi, je fais comme, ben, va chier, mange la merde, je veux pas travailler avec toi. Puis c'est vraiment ça. Donc, moi, j'avais des gros red flags. Les esprits doivent être enlignés. Exactement. Tu sais, quand tu travailles avec quelqu'un, que ce soit un client, que ce soit un partenaire, que ce soit un associé, que ce soit un employé, que ce soit un sous-traitant, les esprits doivent être enlignés. On doit regarder dans la même direction et puis se respecter au même niveau. Il y a personne qui est le boss de personne et puis on travaille ensemble en collaboration avec les atouts de tous et chacun pour arriver à un point. Et puis vraiment, je trouve qu'un des bons moves des dernières semaines, c'est qu'on s'est fait beaucoup solliciter pour aller travailler avec cette entreprise-là, Bigarade. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, vous allez être un fit parfait pour travailler avec eux. Sur papier, oui, peut-être. Moi, je voyais que non. Mais comme François Lambert a dit, on a fait notre due diligence, on a fait nos vérifications diligentes, on a creusé pour aller chercher. On était voir des anciens employés qu'on savait qui avaient travaillé avec eux, mais qui ont travaillé avec nous aussi. Et, mais on a regardé qu'est-ce qui se disait dans les médias, avec quel genre d'entreprise qu'on veut s'associer. Mais il y a aussi, regardez d'un côté, oui, on peut être méchant, oui, on peut taper sur le clou, mais il y a deux côtés à une médaille. Exactement. Puis je serais pas contre d'entendre son point, parce que peut-être des choses qu'on a mal compris, des choses qu'on a mal vues, mais en ce moment, c'est un autre point qu'on visite aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je vais faire, question de pas être biaisé? Ce serait de faire sûr, et puis, si elle nous écoute aujourd'hui, ça serait de le prendre de cette manière-là, de l'inviter sur notre podcast au moins, lui donner la chance d'avoir la tribune pour dire « Hey, qu'est-ce qui s'est passé? On veut comprendre. » Et puis voilà, t'as une tribune pour expliquer, parce qu'il y a peut-être quelque chose qu'on a mal vu, il y a peut-être quelque chose que tout le monde a mal vu, peut-être qu'il est arrivé une vague de quelque chose de négatif à quelque chose de petit, puis qui est devenu gros, je le sais pas. Mais moi, qu'est-ce que j'en vois aujourd'hui? Je suis pas très chaud à l'idée de ce qui s'est passé, et puis je suis pas convaincu. L'invité qu'on a aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a travaillé dans cette entreprise-là, qui a vécu... Et qui a travaillé chez nous, donc on connaît... Qui a aussi travaillé chez nous, mais qui a vécu les hauts, les bas, justement, de qu'est-ce qui s'est passé chez Bigarade, et puis qui a été mentionné, justement,
dans l'article du Journal de Montréal et la presse. Du Journal de Montréal et de la presse. C'est quelqu'un justement qui était à Montréal dans le passé. Maintenant, il est retourné en France, à Paris. C'est quelqu'un qui est une experte en marketing web, qui a été géniale, qui était avec nous depuis le début. Pour ça. Ouais, elle était avec nos médias depuis le début, puis c'était vraiment une personne géniale du début à la fin. N'importe quand elle peut revenir. N'importe quand elle peut revenir car elle est géniale. Donc aujourd'hui, avec nous sur le podcast, on a Priscilla Kizzie-Deltombe. Salut bonjour Priscilla. Priscilla Kizzie-Deltombe. C'est ça? Ouais, c'est un peu près ça. C'est pas grave. Nice. Dis-moi-le correctement. C'est quoi ton nom si on veut te googler? En vrai, pour vrai, dis juste Priscilla Deltombe. C'est parfait. Priscilla Deltombe. Ok, parfait. Parfait. Moi, j'allais trop loin avec ton nom complet, là. Moi, je lisais ce que je voyais sur Facebook. Donc, toi, dernièrement, on a entendu parler de toi dans les médias, on a parlé de toi justement dans la presse, on a parlé de toi dans le Journal de Montréal, t'as été mentionné dans l'article, t'as été rementionné un peu partout dans les médias sociaux pour qu'est-ce qui est arrivé avec cette entreprise-là. Parle-nous de ton expérience, qu'est-ce qui s'est passé, comment t'es arrivé là, parle-nous de toi, parle-nous de ton histoire, mais aussi de ton expérience avec eux. Dans le fond, j'ai commencé chez Bigarade en 2017. Pendant la période de Noël, parce que justement, je sais pas si vous vous souvenez, Attends, je vais juste faire une parenthèse. Je vais juste faire une parenthèse. Le bébé qui pleure en arrière, c'est ton enfant. Félicitations pour ton nouvel enfant tout neuf. Donc, ça se pardonne parce que c'est un bébé, OK? Genre, non, mais non, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Mais je sais qu'il y en a qui vont faire « On entend un bébé en arrière. » Puis je suis comme « Hey, tu sais quoi? Je le sais et c'est correct. » En fait, j'ai travaillé en 2017... justement, pour Bigarade, en hiver, chercher un job en plus parce que c'était la période des fêtes. J'ai commencé dans son pop-up store au Mal Champlain. Et puis là, elle m'a proposé, enfin, elle cherchait une gérante pour sa boutique parce qu'elle avait dit que sa gérante l'avait lâchée comme ça en plein milieu, tout ça. Et donc, je me suis proposée pour être gérante. J'ai passé un entretien. Et elle avait l'air super cool. On s'entend que Geneviève, elle est quand même assez impressionnante. Elle est belle, intelligente. Enfin, moi, j'étais en admiration. J'avais l'impression que c'était genre un Martha Stewart du Québec. Donc, je me suis dit, ouais, super, tout ça. Et donc, elle m'a proposé le poste de gérante. Et j'ai commencé à travailler pour elle en fin 2017 et j'ai commencé à travailler après sur la boutique Pignon sur rue au 3889 rue Sainte-Catherine-Est. Donc là au début déjà il a fallu on a commencé par tout prendre ce qu'il y avait au Mile Champlain et mettre tout dans la boutique. Donc super nouvel an où je commence à faire tout un déménagement où elle me parle déjà dès le début comme un chien. Mais je me dis, bon, elle doit être fatiguée, tout ça. Tout ça. Mais c'est quoi qu'elle disait, puis comment ça a commencé? Parce que là, on a passé j'ai fait une entrevue, ça a bien été, j'ai commencé à travailler, ça a bien été, et puis là, c'est où est-ce que ça a commencé à mal aller? C'est quoi qui a fait la transition entre ça peut être une bonne idée à ça devient une mauvaise idée? En fait, déjà, je me souviens d'un moment qui m'avait choquée, c'est que j'étais encore au Mal Champlain, et elle m'avait dit à un moment donné, est-ce que tu peux elle m'avait dit va chercher tel truc dans la voiture, et elle m'a juste lancé les clés comme ça, et j'ai dit écoute, j'essaie, c'est une Mini Cooper, j'en sais rien, je sais même pas comment, j'ai même pas le permis, donc je sais même pas comment ça s'ouvre cette voiture, j'y arrive pas. Et donc je fais Geneviève, j'y arrive pas, tout ça, et elle fait oh tu sais même pas ouvrir une voiture, elle me dit ça comme ça. Et donc j'étais un peu mal à l'aise, ça je me suis énervée. Mais pour ta défense, les Mini Cooper ont des clés très spéciales. Oui, c'est pas un genre de format standard, genre, fait que je veux dire, il faut le savoir. Elle aurait pu te l'expliquer parce que c'est pas comme un format standard. Mais juste après, donc là on a commencé le déménagement de la boutique du Mile à celle de la boutique sur Pignon-sur-Rue sur Sainte-Catherine-Est. Et je me souviens qu'un de ses amis m'a dit tu sais, quand Geneviève elle te parle comme ça, t'as le droit de répondre. Et là je me suis dit tiens, si le mec me dit ça, c'est que la nana elle va se faire souvent ça.
Et donc ça m'a fait un petit peu tilt, mais je me suis dit, elle doit être stressée, enfin un déménagement, c'est fatigant. Puis il y a des Ben moments, ouais. Geneviève elle était super sympa, elle venait d'acheter des pizzas et tout, je me suis dit, elle m'a fait juste stresser. Donc là ça va. Enfin, je me doute pas plus que ça. Quelques jours après, donc je commence à avoir mes horaires. On doit tout remettre la boutique en ordre. Elle est même pas là. On a tout redécoré. On sait pas où elle est. Genre, voilà. Donc on met toute la boutique en ordre. Bon, finalement, c'était quand même cool parce que je redécorais la boutique en entier. Et donc, bah là, j'étais. Enfin, ça allait me laisser beaucoup de liberté. Enfin, c'était cool à ce moment-là. Et en fait, ça a commencé à se corser. Parce que ben, j'avais mes mercredis, je crois, mes mercredis et dimanches off. Et le mercredi, ben, on recevait beaucoup de messages parce que comme vous avez pu remarquer, elle respecte pas les délais et c'est pas la première fois qu'elle respecte pas les délais. C'est pas qu'avec les masques. Avant que j'arrive, elle respectait pas les délais. Il y avait des tas de commandes en retard pour les housses de couette. Sérieusement, les housses de couette, j'ai vu comment elles se faisaient. Ça ne prend pas 3 mois. On a le tissu. Franchement, on le passe. C'est bon, ça ne prend pas 3 mois à faire. Donc, clairement, voilà, quoi. Ouais. Ouais. Et elle avait beaucoup, beaucoup de retard. Donc, je me retrouve avec plein de mails de gens pas contents. Il faut tous les appeler un à un. Tous Oh les... mon Dieu. Elle t'envoyait au front, là. Elle t'envoyait au front parler aux gens pas Littéralement. contents. Littéralement. Oh mon Dieu. De soir, on leur donnait des cartes cadeaux. On essayait d'arranger des trucs, tout ça. Et mais quand même, sur ça, c'était quand même une bonne expérience parce que j'ai appris à avoir un super service à la clientèle et à rendre des gens pas contents Oui, non, heureux. tu fais de très, très bon travail là-dessus. Puis, mais je me dis, je me mets à sa place et puis je me dis, ça aurait pas été, peut-être sur le court terme, ça aurait été une moins bonne chose, mais sur le moyen long terme, ça aurait pas été une meilleure idée seulement d'adapter notre entreprise à soit produire plus ou bien se faire un système où est-ce qu'on peut dire aux gens, désolé, on est complet, on est victime de notre succès, on est complet. De cette manière-là, créer un genre de feelings d'exclusivité à la même manière qu'une marque comme Ferrari le fait en disant désolé, on a vendu toute notre collection pour ce modèle XYZ, revenez au prochain, meilleure chance la prochaine fois, mais ça va être 30% plus cher car on peut se le permettre, car les gens l'achètent de toute façon. On dirait qu'elle vendait un produit haut de gamme comme elle vend des bonbons ou un produit que justement qui n'a pas nécessairement aucun niveau de luxe quand justement grâce à son succès qu'elle a eu, elle aurait pu se le permettre et ça aurait été bon justement pour se positionner comme une marque qui peut justifier de se charger cher à cause de sa haute demande, non? Bah oui, c'est vrai que ça aurait été vraiment une bonne idée. Après, clairement, il y a des gros problèmes, il y avait des gros problèmes d'inventaire, c'est que l'inventaire était très mal fait. Ils ont essayé de travailler, ils ont essayé de s'améliorer sur ça. On a essayé de travailler sur l'inventaire, et ce qui fait que genre on savait pas ce qu'il y avait à, on savait pas ce qu'il y avait à l'atelier. Nous on savait ce qu'il y avait en boutique, mais à l'atelier on savait pas. Et en fait, à la base, je pense que ce qu'elle voulait faire, c'est vraiment de faire à la commande, parce qu'on avait des gros rouleaux de tissu et comme je dis, on pouvait les faire. Si on avait le tissu, on pouvait le faire. Donc même si la housse de couette n'était pas faite, on pouvait le faire. Après, je sais pas pourquoi ça prenait autant de temps. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de couturières, j'en sais rien. Et pourtant, les couturières, elles étaient Est-ce que rapides. Priscilla, as-tu lu l'article dans le Journal de Montréal? Ouais, j'ai eu des Parlant de articles. couturière, la couturière payait le local où est-ce qu'elle faisait la couture. Ça, j'ai pas compris. C'était son Ouais, employé? C'était une oui, sous-traitante? J'ai pas compris. bah Manon, oui, Manon d'ailleurs, qui est vraiment courageuse parce qu'elle a le cancer. Et Oui, j'ai vu, c'est horrible. ouais, elle l'a encore là, elle l'a. Et en fait, enfin, son histoire, elle est assez, c'est assez le bordel parce qu'en fait, après, il faudrait lui parler, mais en gros, bah, en fait, Geneviève, elle aime bien prendre les gens en associé, plus ou moins, je mets des guillemets dessus, et donc, en fait, je pense que ce qu'elle a dit à Manon, c'est que genre, en gros, il faut que tu travailles plus proche à Montréal parce que moi, je vais être à Montréal, et je te mets comme associé, et puis par contre, il faut que tu m'aides à payer le local, tout ça. On aura pas de commande, un truc du genre, quoi. Et elle s'est retrouvée
un local pour coudre, en fait, pour Geneviève, quoi. Mais Geneviève, elle se fait souvent payer des trucs comme ça, hein. Elle prend les gens d'associés. Même moi, elle m'a proposé 1 million de fois, alors que j'ai pas de cash. Enfin, elle m'a proposé 1 million de fois d'être son associée. Elle m'a proposé d'être payée à la commission. En soi, ça aurait été bien. Mais comme je connaissais les finances, tout, je me suis dit, je vais jamais être payée. Donc, Ouais. non, non. Ouais. Ben, je comprends son point, je comprends ce qu'elle essaie de faire. Néanmoins, quand tu fais ce genre d'entente-là, ça doit être extrêmement clair. Il doit avoir une entente contractuelle. Les deux parties, on en parlait un peu plus tôt, les deux parties doivent être alignées sur les conditions. Et c'est sûr que c'est pas une obligation pour en faire un contrat, mais je crois que moralement, si tu veux avoir des relations d'affaires durables et intègres, tu veux que le deal soit gagnant-gagnant. Je connais pas les détails des ententes qu'elle a avec elle, mais de dire à quelqu'un déménage à Montréal pour pouvoir coudre exclusivement. Est-ce qu'elle cousait exclusivement pour elle? Ouais, je pense que ouais. OK, Mais je pour vous coudre invite potentiellement. vraiment à lui parler, parce qu'elle Absolument. pourra expliquer, parce que c'est vraiment un peu compliqué, mais ça montre à quel point Geneviève peut retourner le cerveau des gens comme ça, enfin, clairement. Parce que ça doit être clair, dans le sens où est-ce que nous, chez nos médias agences marketing web, on n'a pas de problème à se le cacher, on travaille souvent sous une forme contractuelle, où est-ce qu'on a des gens comme sous-contracteurs. C'est des gens qu'on engage pour un projet. Comment on aime travailler, c'est qu'exemple, on a un projet qui requiert certaines expertises extrêmement précises. On va piger dans notre liste de contacts cette expertise-là et puis on bâtit une équipe spécifique au projet. Avec le nombre de projets qu'on a derrière nous, ben on a une équipe qui commence à être assez expériencée, des gens qui reviennent souvent travailler ensemble, Oui. mais c'est des gens qui sont indépendants, qui travaillent eux-mêmes sur leurs propres projets, qui ont souvent eux-mêmes leur propre entreprise et leur propre projet, dans le sens ils ne deviennent pas l'objet de notre projet, mais plutôt justement un partenaire pour le temps d'un projet, et puis l'entente est contractuelle, claire et précise, et puis on ne demande pas d'exclusivité à cette personne-là, sauf une entente de non-concurrence, évidemment, pour pas qu'elle cherche piger dans nos propres clients. C'est quand même spécial sa manière de faire, parce que qu'est-ce que je peux comprendre, c'était pas des deals qui étaient exactement justes, et puis c'est des deals qui semblaient j'ai l'expression en anglais one-sided, qui semblait juste bon d'un côté, puis quelqu'un qui s'y connaît pas dans le monde des affaires, qui arrive et puis qui se fait dire deviens mon associé pour à peu près rien. La proposition a l'air extrêmement alléchante, mais c'est quoi les détails du terme? Bon, maintenant qu'on a fini cette parenthèse-là, qu'on continue à nous raconter l'histoire, c'est vraiment intéressant. Donc, je sais pas, j'en étais, oui, donc j'ai commencé à travailler pour elle, tout ça. Au début, ça allait bien. Puis finalement, petit à petit, donc en fait, elle voulait que je réponde à toutes ces personnes mécontentes, même mes jours de congé. Même les jours de congé. Et en fait, donc le mercredi, dimanche, sachant que les gens, ils écrivent tout le temps, ils écrivent sur Messenger, ils écrivent par mail. Et quand je répondais pas, ils appelaient, normal. Et donc elle se faisait engueuler. Et comme vous avez pu regarder dans les messages, j'invite les personnes qui écoutent à aller regarder comment parfois elle répond aux gens. Voilà, elle répondait comme ça au client au téléphone, et en fait après elle avait des mauvais commentaires et ça la faisait chier. Et donc elle a commencé à me dire, écoute Priscilla, si tu réponds pas aux clients tes jours de congé, clairement on va devoir revoir tes conditions pour travailler ici, c'est-à-dire ton permis de travail, et tu devras te débrouiller toute seule. Parce qu'il faut savoir qu'avec Bigarad, j'avais un permis de travail fermé. Donc, elle faisait du chantage. Exactement. J'avais un permis de travail fermé. Et donc, de ce fait, ça signifie un permis de travail fermé quand on est français, c'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler pour d'autres personnes autres que cette personne-là. Et que si on perd ce boulot-là, on rentre chez nous. Moi, j'étais mariée. Je voulais pas rentrer chez moi, tout ça. Donc, j'ai commencé à me faire flipper, commencé à avoir peur, tout ça. Et clairement, je me suis dit, bon, ok. Je me suis dit, ok, faut que je travaille. Donc, elle m'a dit, en gros, que que j'avais quelques semaines pour faire mes preuves, sinon c'était fini. Et là, j'ai commencé à stresser. Donc là, à partir de là, elle a pu faire
me demandait tout ce qu'elle voulait. Donc j'ai commencé à ranger chez elle, à mettre la table, à faire le ménage. Sérieux? Ouais, tout. Non. Non. Non, sérieux, là. Genre, j'y crois pas, là. C'est comme... Mais non, genre, t'allais faire le ménage chez elle, là, dans sa résidence à elle, pas dans son commerce. Dans son appart. Les What? deux. Oui, j'ai fait sa lessive, j'ai nettoyé les crottes de son chat, j'ai tout fait. J'ai tout What fait. the Je peux fuck? dire, j'ai même Oh fait my son God. lit. Non. Puis, elle est pas genre, des genres, je sais pas, de remords, de genre, problème d'intégrité avec ça. Comme, honnêtement, je me sentirais super mal de demander ce genre de choses-là aux gens avec qui que je travaille. Genre, je demande pas, ça se fait pas. C'est comme ma vie personnelle, mon entreprise, c'est deux choses différentes. Je veux dire, wow. Donc, ça a escaladé à un autre niveau quand elle a compris qu'est-ce que ça prenait justement pour pouvoir te contrôler. Elle te demandait de faire sa lessive, tu ramassais les crottes de son chat. Oh my god, je suis sous le choc, puis personnellement, c'est genre, je pourrais pas demander ce genre de truc-là aux gens avec qui on travaille, ça ne donne pas de sens. Puis comme je disais, pour moi, ma vie personnelle puis l'entreprise, c'est deux choses qui, oui, vont ensemble, mais en même temps, que j'implique pas les employés comme moi je le suis, puis je les impliquerai pas dans... Je veux dire, comme je les... Spécifiquement, je paye quelqu'un pour faire ça, oui, mais c'est un contrat complètement différent, là. Bah, c'est ça. Puis, ce qu'elle faisait aussi, c'est que, par exemple, dans le contrat, dans le permis de travail fermé, c'est bien noté que la personne ne doit pas faire de formation. Donc, elle me faisait faire en même temps une formation comme vendeuse pour avoir des subventions du gouvernement. Clairement, vous me connaissez, j'ai quand même j'ai un baccalauréat et puis j'ai une maîtrise là. Oui. Ouais. Oui, ça me fait penser, c'est drôle, elle te fait faire de formation de vendeuse, et puis moi j'ai une anecdote là-dessus. Dans le temps que Priscilla était chez Néomédia, on avait justement deux vendeurs, et puis il était pas il était pas exactement génial. Et puis on a dit un jour, pour le motiver, on a dit, tu sais quoi, on va faire une genre de compétition de vente. On va mettre les ventes sur le tableau, ça va être incroyable. Et puis on avait un tableau dans notre bureau, et puis on avait mis les ventes dessus. Et puis Priscilla, même si c'était pas ton travail, quand t'avais 2 minutes, t'en profitais pour faire des ventes, faire des appels de prospection, faire des suivis avec des clients. Et puis finalement, au bout de la ligne, tu les as complètement défoncés en termes de ventes. T'avais genre 3, 4, 5 fois plus que eux. Puis à un moment donné, moi puis Josiane, on a dit, oh my god, faut arrêter ça, genre, les pauvres, ils vont genre vouloir mourir, genre, parce que Priscilla, elle est trop forte, et puis c'est même pas, genre, sa job. Ben, ils ont dit mission. Oui, c'est vrai. Tu nous as fait perdre nos deux vendeurs parce que t'es trop fort, mais c'est correct. C'est correct. Désolée. Mais Ah non, du tout, c'était génial. mais après, comme c'était... Fait que, oui, raconte. Qu'est-ce qui s'est passé bon. après? Parce que c'est juicy comme histoire. Déjà, ça, c'était branlant comme histoire. Et donc, je me dis, ok, d'accord, bon. Après, je me dis peut-être que il y a des choses que je connais pas, tout ça. Et puis après, bon, voilà, ça me dérange pas plus que ça. Mais au niveau du gouvernement, moi, j'avais pas le droit de faire ça. Et ce qu'elle m'a fait croire aussi, c'est que, c'est qu'elle m'a dit, voilà, t'as un permis de travail fermé, mais t'es travailleuse autonome. Mais en fait, on peut pas être travailleuse autonome et avoir un permis de travail fermé, ça ne marche pas. Maintenant, on avait eu une discussion là-dessus, on avait fait des recherches là-dessus, c'est quelque chose qu'on avait regardé et discuté justement quand t'étais avec nous. On avait même été au centre local d'emploi. Et ils l'ont dit justement. Oui. Tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. Il avait dit... Attends, c'était quoi qu'il avait dit déjà? Moi, je m'en souviens. C'était tellement le système québécois est d'une lourdeur administrative complètement débile. Et puis je me rappelle, était comme oui, mais t'es immigré, mais t'es pas la bonne sorte d'immigré. Oui, mais il avait dit oh my god, j'étais comme quoi? Il était comme oui, mais non, mais oui, mais on était comme mais est-ce que c'est possible ou non? Et puis ça a été extrêmement compliqué parce que justement de notre côté, nous on voulait s'assurer
et puis faire sûr de faire les bonnes choses pour toi et pour nous, pour qu'aucun des parties, justement, soit dans le pétrin, tandis que toi, tu me dis que quand tu as été travailler chez elle, c'est justement sous une promesse que elle, selon son modèle, elle pouvait le faire, c'était correct, quand finalement, elle avait pas vraiment fait ses recherches, et puis ça n'avait pas été exactement proprement fait, et puis quand ça l'a été à peu près bien fait, elle servait de ça comme menace pour te faire tout ce qu'elle voulait. Elle avait pas genre de remords ou de regrets ou de misère à vivre avec ça, parce que moi, je suis juste l'entendre parler, puis je me dis, mais jamais je pourrais traiter mes gens comme ça, mais genre, jamais. Genre, c'est comme, j'ai un malaise pour elle en ce moment, là. À entendre ça, moi, genre, j'en ai des frissons dans le dos, puis je fais comme... C'est vraiment... Est-ce que c'est genre une genre de sociopathe? Je comprends pas, genre, ça se peut pas. Je vais pas me lancer là-dessus parce que je suis pas psy, mais... Ouais, exactement, je suis pas psy non plus, c'est ça, je voulais faire le disclaimer, mais c'est, tu sais, par la genre de définition publique de qu'est-ce qu'on pourrait dire que quelqu'un est sociopathe, moi, c'est l'impression que j'ai. Ouais, mais je me dis, ça se peut pas, là, tu peux pas vivre avec toi comme ça, là. Tu peux pas genre dire, et puis avoir aucun remords de dire, moi, je manipule les gens de A à Z, je fais faire ce que je veux pour mon bénéfice, sans jamais leur donner une part égale et juste. Voyons donc. Non, mais c'était, en fait, je pense qu'elle savait ce qu'elle faisait parce que je pense que j'étais pas la première, puisque je suis pas la dernière à qui elle a fait ça. Si vous lisez l'article de la presse, je ne suis absolument pas la dernière. Oui. Donc, elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle a toujours eu des stagiaires français. D'ailleurs, elle faisait quoi, ces stagiaires français, qu'ils venaient faire du design, donc elle les engageait, sous son ancienne entreprise de design, parce qu'elle en a eu une, l'Orange Design. OK. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on ne paye pas nos stagiaires. On ne paye pas nos stagiaires. Donc, de ce fait, elle avait de la main-d'œuvre gratuite. Wow. Wow, c'est quand même assez fou. Nous, dans le fond, on travaille en ce moment avec avec un stagiaire, et puis comment est-ce qu'on fonctionne, c'est qu'on lui donne pas de salaire, évidemment, mais quand on le rémunère. Mais on le rémunère quand même, dans le sens que, exemple, il va nous faire la traduction, la correction de quelque chose, on va lui donner genre l'équivalent de 20$ de l'heure. À chaque fois, si le deal qu'on a dit combien de temps t'as mis là-dessus, il va me dire j'ai mis 3 heures, ben on va faire voilà 60$, tu comprends? Parce que c'est important pour nous qu'un travail soit rémunéré, d'avoir des gens qui viennent pour apprendre, c'est correct, je suis cool avec ça. Mais je vais pas les payer pour que eux apprennent de moi. Néanmoins, les gens que, grâce à leur travail, me permettent de faire de l'argent, doivent absolument être rémunérés. Pour moi, c'est impensable d'avoir quelqu'un qui n'est pas rémunéré pour le temps qu'il est mis pour un travail. Pour le temps que cette personne-là fait rien, si c'est en mode stagiaire, je suis extrêmement correct de dire « OK, on va pas le payer à l'heure », mais pour les actions productives, oui. Moi, je suis très pro donner les actions productives. Et puis, par rapport à notre modèle, je rêve du jour où est-ce qu'on va avoir, que ce soit un stagiaire ou que ce soit quelqu'un qui travaille avec nous comme un partenaire travailleur autonome, ou une autre agence, qui va faire justement un chiffre de 300 000 chez nous, ça veut dire qu'il va nous avoir fait probablement entre 700 000 et 1 million. Donc moi, je vais être super content de ça. Je veux voir les gens réussir chez nous, à travers nous, et puis je veux voir les gens faire de l'argent. C'est hyper important pour moi que les gens se sentent bien et puis que les gens fassent de l'argent chez nous. Oui, excuse-moi, c'est coupé. Oui, et puis c'est ça, c'est super important pour moi justement que les gens que les gens fassent de l'argent chez nous. Et puis après ça, c'est quoi qui est arrivé au juste? C'est quoi la suite de l'histoire? Justement, donc de ce fait, donc elle me faisait faire tout et n'importe quoi, et c'est la période de l'été, donc les gens qui vivent en Schlag, ils savent très bien que pendant cette période-là, il y a plein de ventes trottoirs super cool, tout ça. Et je me suis retrouvée, donc parce que je savais que mon job était sur la sellette, je me suis retrouvée à travailler pour les ventes trottoirs en plus de la boutique. C'est-à-dire que je faisais 7h, 21h. C'est ça. C'est beaucoup, 7h, 21h. Ouais, c'est intense. Wow. Ben oui, c'est énorme. Et donc, tu faisais ça à chaque jour de travail ou? Pendant la période d'été, pendant la période des ventes trottoirs, 7h, 21h. Et je faisais des allers-retours entre la vente trottoir et la boutique, parce que il y avait quelqu'un sur la vente trottoir, mais je devais toujours checker parce que j'étais la gérante. Je devais faire des allers-retours.
et je devais tout gérer, quoi. C'était un village, je prenais mon petit vélo, je faisais des allers-retours. Et à ce moment-là, ce que je savais pas, c'est que j'étais enceinte. Et, euh, et donc j'étais enceinte et j'étais tellement stressée que je m'en suis pas rendu compte. Enfin, je savais qu'il y avait un truc qui clochait, tout ça, mais j'étais pas bien. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas produit assez d'acide folique. Et l'acide folique, c'est quelque chose de très important. Souvent, les médecins ils vous disent, bah voilà, dès que vous êtes enceinte, vous prenez de l'acide folique, c'est bon pour le développement du bébé, tout ça, etc. Donc moi, j'en ai pas produit assez, causé sans doute par le stress, et ce qui a conduit à une grossesse extra-utérine, c'est-à-dire que le bébé ne s'est pas placé dans l'utérus, mais dans la trompe. Là, pendant cette période-là, quand ça arrive, il faut absolument déjà on peut rien faire pendant tant qu'on n'a pas vu que le bébé était bien dans la trompe. Donc je faisais plein d'examens, tout ça, et donc plein d'examens médicaux, et il est très important de faire très peu de mouvements, de rester chez soi, d'être au repos, parce que tout faux mouvement ça peut faire exploser la trompe. Donc déjà j'ai dit ça à Geneviève, ça ne lui a pas plu, donc elle voulait que je travaille de la maison. Donc ce que je faisais, mais elle me tannait pour que je revienne alors que je pouvais pas. Finalement, je suis revenue. Je suis revenue, et je suis repartie. C'était pas possible, ça marchait pas, j'avais hyper mal, tout ça. Et je suis repartie. On m'a fait mes injections de méthotrexate parce qu'on a trouvé que le bébé était bel et bien dans la trompe, donc on m'a fait mes injections. Et là, de ce fait, censé enclencher une sorte de fausse couche. Et là, il faut absolument pas apporter de choses lourdes, parce que même si normalement ça marche à 86%, mais il y a un 15% de chance que la trompe explose. Et donc il fallait que je reste chez moi. Je lui ai dit. Elle m'a fait encore une fois revenir plus tôt. Elle m'a fait monter sur sa petite échelle de merde. Et échelle d'ailleurs qui était vraiment branlante, tellement branlante qu'une fois une cliente lui a écrit un mail parce qu'elle m'avait vu monter sur cette échelle et elle l'avait vu me parler mal. Elle a écrit un mail en disant comment vous pouvez laisser vos employés monter sur cette échelle. Je travaille je crois qu'elle travaillait, elle était RH la nana, et elle avait dit je travaille pour une grosse entreprise. S'il y a un accident du travail, c'est pour vous. Bref, tout le monde savait que c'était juste parce qu'elle était cute, l'échelle, elle l'avait gardée. Bref, elle me fait monter dessus. Elle me fait porter un truc, peut-être aller de 5 kilos max, et à mettre sur la plus haute étagère. Ceux qui ont été déjà dans la boutique sur 89, ils savent qu'il y a des hautes étagères. Et bien sûr, je me penche, enfin je me penche sur la pointe des pieds. Bam, je sens un truc qui va pas. J'ai hyper mal. Et là, je commence à avoir des sueurs. Il y a un truc qui va pas dans mon corps. J'ai des sueurs chaudes. J'ai jamais ressenti ça, une douleur vive comme ça. Et je dis, Geneviève, je ne suis pas bien. Ça ne va pas. Appelle les pompiers. Elle fait, non, j'appelle pas les pompiers. Est-ce que tu peux fermer? C'est juste tu vas juste avoir tes règles, ou t'as juste un caillot de sang qui est mal passé, ou des trucs comme ça. Ça doit être à cause du truc que tu fais en ce moment. Je dis, non, Geneviève, je ne vais pas bien. S'il te plaît, appelle. Non, mais ça fait, tu peux pas l'appeler l'ambulance, soit? Donc je finis par appeler le 911. Je leur explique et tout. Ils me disent, est-ce que vous avez mal? Non, je fais, oui, j'ai très mal. Elle me fait, bon, t'as besoin que je reste là, ou c'est bon, tu peux fermer et attendre l'ambulance dehors, des trucs comme ça. Elle me dit des trucs comme ça. Mais voyons donc. Mais voyons, c'est horrible. Je comprends pas. Je suis sur le choc. Comme je dis, Geneviève, comme ça va pas. Résultat, l'ambulance vient. L'ambulance me met carrément sous respiratoire. Geneviève est tracassée parce qu'elle avait une soirée. Attention, hein. Mon mari de l'époque vient et tout. Bref. Et finalement, je vais à l'hôpital. Et à l'hôpital, heureusement, je remercie le CHUM. Heureusement, il y avait un très beau gynécologue qui était justement un jeune interne qui venait de sortir, ou je sais plus quoi, un jeune résident. Il me dit oui, vous avez une grossesse utérine, peut-être que votre pôle a explosé. Je fais non, ça va, tout ça. Et d'ailleurs, je lui ai dit, monsieur, je pense que vous faites un excès de zèle parce que vous sortez j'ai fait ma française.
Je lui ai dit, vous sortez de l'école, ça y est, vous voulez opérer quelqu'un. Et en fait, il a bien fait de m'opérer parce que j'ai faisais une hémorragie interne. Je faisais une hémorragie interne. Oh. Donc si j'étais restée là à fermer la boutique, je serais morte. Littéralement, je serais morte. OK, wow, non, mais Wow. vraiment, c'est super grave qu'est-ce qui est arrivé. Je veux dire, quand quelqu'un, tu sais, je veux dire, est blessé gravement comme ça. Puis, dès le début, je veux dire, si elle savait que t'étais enceinte, puis si elle savait que t'étais pas dans une top condition, pourquoi elle n'a pas été elle-même sur le petit échelle de merde? Je sais pas. Franchement, je pense que c'est... Parce que quand il y a des trucs chiants à faire, OK, moi, personnellement, j'ai de la mentalité que leader eat last. Tu sais, les leaders mangent en dernier. Les leaders, puis les gens, justement, en position de leadership, vont justement faire, on va dire, entre guillemets, ce genre de sacrifice-là. Moi, personnellement, si je vais toujours prioriser, pour moi, la tâche la plus chiante. Et puis, parce que justement, pour moi, c'est une forme de leadership de dire, regarde, en anglais, il y a l'expression qui dit I'll bite the bullet, tu sais, je vais prendre, je vais prendre la balle pour toi, je m'en fous, je vais le faire. Puis pour moi, c'est une preuve de leadership. Pour moi, c'est important, un leader qui pense et puis qui agit et puis qui mène ses troupes par l'inspiration plutôt que la désespération. Parce que, tu sais, s'il y a quelque chose qu'on apprend justement, c'est que dans la vie, les gens vont prendre action sur deux choses. Soit parce qu'ils sont inspirés ou soit parce qu'ils sont désespérés. Et puis elle, justement, tu sais, je pense qu'elle menait pas mal par la peur et les menaces, qui est vraiment... Mais là, horrible. si on parle de la santé Mais de on parle de la quelqu'un santé, en danger, là. Ben oui, c'est plus important que tout au monde, c'est Mais- super important. Elle a pas d'humanité. En fait, elle donne l'impression d'eux, mais elle en a pas parce que clairement, je pensais que c'était juste avec moi, mais non. J'étais là, son copain Patrick son père venait de mourir d'un cancer. Ça faisait longtemps qu'il était malade. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle dit oui, mais tu sais, ma mère aussi, elle a perdu son père jeune. Elle en fait pas toute une histoire. Wow. Wow. C'est quand même Non, mais assez vraiment, tu sais, je veux intense. dire... Et le mec, il était, là, c'est le mec, il sortait de l'enterrement de son père. Enfin, son père venait de mourir et elle a osé le tromper. Il l'a retrouvé au lit avec elle. Elle me l'a raconté le lendemain. Il l'a retrouvé au lit avec son ex. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Pour s'excuser, elle lui a dit oui, mais tu sais, tu t'occupais pas beaucoup de moi. En gros, c'était ça, tu t'occupais pas beaucoup de moi. Tu m'as comme délaissé, tu sais que j'ai besoin d'affection. Mais on lui a dit mais Geneviève, tu te rends pas compte de ce que tu fais. Enfin, le gars, il a perdu son père. Oh Le gars my fait pas, god, ok, fait qu'elle, genre, c'est elle-même, puis rien d'autre, là. Elle travaille que pour son intérêt, et puis elle avance pas en groupe, pas avec les gens qui font partie de son cercle social, c'est juste pour son intérêt personnel, et puis elle est indifférente au fait que si elle fait des victimes ou non dans ses comportements. Je pense qu'elle est indifférente, mais qu'en même temps, elle doit souffrir de pas avoir de véritablement de sentiments. Enfin, je sais pas comment expliquer ça parce que elle a des blessures. Ça, c'est sûr qu'elle en a des blessures qui l'a rendue peut-être comme ça. Ouais, je sais, mais elle a ouais. quand même dépassé un point où que ça devient quand même assez impardonnable comment elle agit avec les gens. Tu sais, je veux dire, elle a quand même dépassé un niveau assez dangereux et puis assez grave. Tu sais, justement, tantôt on parlait, genre, j'utilise le terme sociopathe parce que dans la dernière année, c'est quelque chose qu'on a beaucoup parlé sur YouTube et puis beaucoup parlé justement de personnalités publiques. Et puis, je crois qu'on est sur quelque chose parce que je vais te lire la description de Wikipédia. C'est une personne souffrant de troubles de la personnalité, souvent caractérisée par une tendance générale à l'indifférence vis-à-vis les normes sociales et aux codes culturels, ainsi qu'aux émotions et aux droits des autres, et par un comportement souvent impulsif, mais pas forcément violent. Ça pourrait être ça, en effet. Après, encore une fois, souvent ouais. les sociopathes sont souvent des leaders. Enfin, c'est vrai. Il y en a beaucoup, Exact. Et ce sont ceux qui montent très haut.
Et puis elle est... Mais c'est drôle que tu dis ça parce que j'en ai des frissons dans le dos, dans le sens où est-ce que moi, personnellement, je me sens souvent mal parce que je dis, oh mon Dieu, on traite pas assez bien nos partenaires, on devrait leur donner plus d'argent, on devrait les donner des meilleures conditions, on devrait leur livrer des pizzas à chaque jour. Et puis je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'ils soient mieux? Et puis qu'on gagne mutuellement ensemble. Et puis je m'en veux de pas en faire assez. Ah, mais moi aussi. Et puis pourtant, c'est comme jamais on a été dans des situations comme ça avec des gens, jamais on a été proche même d'une situation comme ça. C'est incroyable. Je savais même pas qu'il y avait des gens allaient continuer leur relation d'affaires ou leur relation professionnelle avec quelqu'un qui agit comme ça. Je suis en furie. Je veux dire, si je l'aurais vu te parler comme ça, agir comme ça avec toi ou avec d'autres gens, je l'aurais appelé, j'aurais envoyé un mail, je lui aurais dit, c'est pas possible, ça ne se fait pas. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Je vais entendre, c'est pas normal. Il y a sûrement quelque chose que j'ai pas compris. Et puis, je pense que je l'aurais harcelé jusqu'à temps d'avoir une réponse. Donc, pour cette raison-là, je me dis, il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas vu, mais genre, j'espère qu'elle vienne au podcast parce que je veux comprendre. Parce que ça ne donne pas de sens d'agir de cette manière-là. Cécilia? Oui. Ouais. Okay. Oui. Donc, après, c'est quoi la suite de l'histoire? En gros, t'étais super malade, t'étais à l'hôpital, t'as failli mourir d'une hémorragie interne parce que t'as fait des trucs que t'aurais pas dû faire. Est-ce que t'étais protégée par la CSST? Est-ce qu'il y avait quelque chose non, parce que justement, elle m'a mis comme... Quand j'ai commencé à... parce que comme elle m'avait dit, oui, non mais t'inquiète pas, pour toi... En gros, elle m'avait fait croire que travailleuse autonome, c'est la même chose... que salarié, enfin, elle m'a fait croire plein de trucs. On avait eu cette discussion-là, puis on avait eu cette discussion-là, puis on a dit, mais non, c'est pas le même statut. Et puis si ça aurait été le cas, on t'aurait gardé chez nous. La seule raison pourquoi t'es parti là, c'est parce que justement, on n'était pas capable d'avoir officiellement ce statut-là pour toi. Et puis elle t'a fait croire que oui. Qu'en réalité, on avait raison. Et clairement, elle m'a fait croire que c'était pareil, que j'avais droit à tout ça. Et à plusieurs reprises, j'ai dit, Geneviève, il faut que je sois salariée, il faut que je sois salariée. Elle m'a dit, oui. J'ai des lettres de témoins qui m'ont vu dire qu'il fallait que je sois salariée, que je voulais être salariée à plusieurs reprises. Et en fait, voilà, je lui ai demandé, j'ai dit, Geneviève, voilà, j'ai besoin d'une attestation de salaire. J'ai besoin d'une attestation de salaire pour avoir un salaire, parce qu'elle elle s'en foutait de ton statut. Elle, c'était genre, on va prendre Priscilla, on va presser le citron le plus longtemps qu'on peut, et puis quand ça sera plus bon, genre, à la suivante, c'est ça? C'était pas mal ça, et de ce fait, quand j'ai été très malade, parce que ça m'a pris à peu près 6 semaines à m'en remettre de cette opération, tout ça, et ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée sans salaire, en fait, parce qu'elle m'a pas donné de salaire, parce que je pouvais pas demander du chômage. Enfin, c'est le bordel. Et en plus ça, dans un couple, quand vous êtes, quand il y en a un des deux qui peut pas travailler, qui reçoit rien, ça aide pas. Mais vraiment, c'était vraiment difficile, et elle s'en foutait. Et suite à ça, résultat, oui, j'ai été sauvée, mais à la fin, j'ai perdu une trompe de Fallope. Sachant que moi, en ce qui me concerne, comme beaucoup de femmes, aujourd'hui, en 2020, j'ai un endomètre qui ne peut pas qui permet pas d'accrocher les bébés. J'ai une trompe complètement bouchée suite à des problèmes médicaux. Et quand on m'enlève une trompe, je vous dis que les chances d'avoir un bébé, c'est difficile. Alors, heureusement, j'en ai eu un à la fin. J'ai réussi à en avoir un par je ne sais quel miracle. Donc voilà, je suis... Il est tellement cute. Merci. Mais vous imaginez, je suis là en 2018, je travaille pour une folle, désolée du mot. On me dit, ça va être difficile pour avoir un bébé, il va falloir passer par peut-être une fécondation in vitro si pendant 1 an ça ne marche pas. Ça ne va pas dans mon couple. Moi, à la fin, je disais à mes collègues, parce qu'elles avaient toutes décidé de partir, je leur disais, moi, je peux pas partir, je suis en permis de travail fermé, je ne peux pas partir. Si je pars, je me retrouve, je dois rentrer en France. Et je leur disais, je vais finir par me suicider.
Mais oui, mais elle a jamais eu un reality check à dire genre c'est pas correct, je devrais pas faire ça, désolé. Genre v'là une forme XYZ de compensation pour qu'est-ce qui est arrivé. Je le sais pas, je veux dire, il y a jamais eu. Est-ce qu'il y a eu une suite? Oui, Est-ce qu'il quand est arrivé même. quelque chose? Oui, parce qu'en fait, dès qu'elle abusait C'est trop et qu'elle sentait qu'on allait péter un plomb, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle nous offrait des cadeaux. Elle nous offrait, elle disait, tiens, tu veux une housse de couette, vas-y, prends-la. Tiens, tu sais ouais, mais quoi, je ça vais vaut rien redécorer pour ta elle, là. chambre, des trucs comme ça. Et en fait, on se sentait coupable, on se disait, bah, tiens, nous, c'est pas possible, ou elle nous invitait à manger. Et à la fin, comme elle nous faisait culpabiliser, et ben, on disait non à ses cadeaux. On disait, non, non, c'est bon, j'en ai pas besoin. Non, non, c'est bon. Et elle insistait. On disait, non, 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 c'est bon, on n'en veut pas. Et Dans le fond, encore une fois, elle le faisait pour elle, pour se protéger, parce que si t'acceptais son cadeau, c'était un peu comme si tu pardonnais tout ce qui venait d'arriver, puis comme une forme de compensation pour qu'est-ce qui est arrivé. Comme ça, s'il arrivait quoi que ce soit légalement, elle peut dire, ouais, mais elle a accepté ma c'est forme de ça, compensation exactement. qui pardonne telle ou telle action. C'est sûr que c'est toujours débattable, mais en gros, j'ai l'impression que c'était ça, sa réflexion. C'était pas sincère, puis peut-être je me trompe, mais moi, c'est l'impression que ça me donne. Non, c'était vraiment ça. Puis ce qui est aussi important à dire, c'est que euh, pendant souvent on avait des retards de paiement, d'énormes retards de paiement. Et quand on lui disait Geneviève, notre paye, ou elle évitait le sujet, ou le jour de la paye qui était le jeudi, elle disparaissait toute la journée. Et on recevait un message toutes les trois ou toutes les personnes, genre oui alors bonjour, je vous adore, nanana, je tiens à dire vous faites une merveilleuse. Elle commençait par un truc, des éloges, et à la fin, c'est pour ça que j'ai au regret de vous dire que je ne suis pas capable de vous payer. Et on Wow. était genre Ah, Puis ok, pourtant, elle faisait quand même un bon volume de ventes, à ce que je peux oui, comprendre. Les ventes n'ont jamais vraiment manqué, donc c'est de la mauvaise gestion, j'imagine. je Ou sais, peut-être quelque chose franchement, que je elle vois pas ou s'achetait que je des comprends fringues, pas. elle s'achetait des habits tout le temps. Elle a redécoré le chalet et tout. Même, franchement, le chalet le chalet Bigarade là. Ouais. Clairement, cette ouais. histoire, enfin, elle a dit qu'elle touchait rien, mais c'est sur son compte Airbnb. Je l'ai aidé à faire le compte Airbnb, d'accord. Oh Euh, my Ouais. god. Franchement, c'est sur son compte Airbnb. Cet argent-là, je crois que enfin, cet argent-là, ça allait directement sur son compte. Donc si tu ne mets pas Bigarade dessus, alors fais juste un truc perso, mais t'as de l'argent dans ces cas-là parce que ça a super bien marché. C'était complet. Franchement, à un moment donné, voilà. Donc, wow, non, c'est vraiment incroyable. En gros, elle cherchait, c'est pas qu'elle était pas exactement, ben encore là, tu sais, je veux dire, j'ai pas accès au livre, je vois pas exactement les chiffres, mais il y a beaucoup dans le sens en faisant des efforts puis preuve d'une bonne gestion administrative, ça aurait pas été, ça n'aurait pas dû être un problème. Et puis ça n'aurait pas, je veux dire, comme c'est incroyable le nombre de gens qui ont souffert, le nombre de gens qui ont justement été complètement démolis par qu'est-ce qu'elle fait, toujours pour son propre bénéfice, juste à elle. Même le truc qu'elle a fait, genre à l'investisseur, c'est complètement débile. Le fait de complètement accepter des commandes lorsque c'est pas possible, je comprends pas. Si t'es capable d'avoir des commandes à ce niveau-là, positionne-toi comme du haut de gamme ou même comme du super haut de gamme, vends 2, 3, 4 fois le prix, fais un supreme de toi-même et puis réponds aux gens, ben, dans le but d'offrir un meilleur service puis des produits de qualité, on peut plus vendre, mais paye genre 100$ pour un masque, exemple, bon j'exagère un peu, mais paye 100$ pour un masque, et puis tu vas avoir un gage de qualité, tu vas avoir notre sceau d'approbation de notre marque, mais tu vas avoir aussi un service à la clientèle 5 étoiles digne du Ritz. Je veux dire, elle aurait fait le même nombre d'argent, mais elle aurait pas eu le gros problème qu'elle est en ce moment. D'alimentation parce qu'il y aurait eu beaucoup moins de gens qui auraient commandé, mais elle aurait fait autant d'argent parce que ses produits étaient plus chers. Et puis à un certain point, quand ton produit dépasse ton nombre de commandes dépasse ce que tu peux produire, c'est là que progressivement tu tu augmentes le prix jusqu'à temps de calmer l'hémorragie. Tu fais pas continuer à promettre des choses qui sont pas possibles et puis de vendre plus cher un item pour lequel l'offre et la demande est réelle.
c'est pas illégal, c'est pas criminel et c'est très moral selon notre système capitaliste. Si la demande est très forte, tu augmentes le prix dans le but de pouvoir constamment être capable de fournir et d'offrir un service digne de ce nom par rapport aux gens qui peuvent se permettre de le recevoir. Comme, pour moi, c'est logique. Mais clairement, je sais pas comment ça arrive. En plus, les masques, c'est facile à faire. Enfin, je sais pas si Ben oui. comment on en est arrivé là. On y a pensé. Oui. On y a pensé lorsque, justement, les masques, dans certains cas, sont devenus obligatoires et puis que tout le monde voulait des masques. Tu sais, on a plusieurs boutiques en ligne sur le site. On a différents trucs. Anyway, tu le sais, dans le sens que Néo-Média s'en branche dans plusieurs choses. Et puis, quand on a vu les masques, on a dit on pourrait le faire. Et puis, on a regardé à gauche, à droite, on a regardé différents fournisseurs. Et puis, on a vu que il allait arriver deux choses. Si ça marchait, on n'allait pas être capable de fournir la demande, ou sinon travailler avec des fournisseurs qui nous demandaient une commande minimum beaucoup trop élevée, genre de commander pour 1 à 3 millions en masques avant même d'avoir commencé. C'était trop lourd pour nous. Donc, un scénario, on faisait la même chose qu'elle, ou est-ce qu'on survendait pour qu'est-ce qu'on n'était pas capable de livrer. Et puis l'autre scénario, ben ça nous demandait de subir un niveau de risque qu'on n'était pas prêt à tolérer. Donc, dans les deux cas, c'était pas une bonne idée, mais dans les deux cas, on pouvait potentiellement faire de l'argent, mais au risque de se mettre nous dans la merde et de mettre d'autres personnes dans la merde et de justement ne pas être capable de livrer la marchandise. Et puis, étant donné qu'on est des personnes intègres, qui se respectent, mais qui respectent aussi les gens autour d'eux, on a décidé de ne pas le faire, du moins sur le court terme, avant que le contexte change un peu, parce qu'on est raisonnable, parce qu'on n'est pas aveuglé par l'argent facile à court terme. Mais franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Puis c'est extrême là d'arrêter, de faire finir Bigarade en entier. En soi, elle aurait pu juste dire bon bah voilà, on ferme la literie le temps mais pas, pour le temps de faire les masques, tout ça. C'est complètement. C'est complètement bête, c'est complètement con en fait. Donc je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, clairement. Non, c'est ça, t'étais plus là à ce moment-là dans l'entreprise. Et aussi, tu sais, ça me fait penser, tu me disais qu'il fallait que à un moment donné, tu payes ces Facebook Ads ou quelque chose comme ça aussi. Non, j'en suis pas arrivée là. Non, je suis pas arrivée là. Mais non, je suis pas arrivée là, heureusement. Mais ouais, non, je sais. Clairement, dans Bigarade, à la fin, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de ce fait, j'en avais marre. J'en avais marre de me faire traiter comme de la merde. J'en avais marre d'avoir peur. Avec raison. C'est ça. Me faisait vraiment peur tout le temps. Et à la fin, j'avais vraiment peur. Je me disais, je vais finir par me suicider si toutes mes collègues s'en vont. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à chercher un autre emploi. Et petit à petit, j'ai commencé à chercher un autre emploi. Et elle a trouvé mon CV. Elle a trouvé mon CV. Je sais pas comment elle a fait. Sérieusement, je sais pas comment elle a fait. J'avais tout bien caché et tout. Je n'en sais rien. Je sais pas. Donc, tu soupçonnes qu'elle fouillait peut-être dans tes choses à toi, là, tes choses personnelles, tes effets personnels. Je pense que oui, c'était intense. Et là, comme par hasard, elle est devenue un peu plus... au début, elle m'a dit, tu sais, Priscilla, tu sais, sans toi, je pourrais pas m'en sortir. Elle me disait, comme j'ai pas d'enfant, peut-être que genre tu pourrais être l'héritière de Bigarade. J'étais comme, what? Non. Et je lui dis non. non, j'en veux pas de ton Bigarade, là. Et clairement, donc elle me disait des trucs comme ça, et quand elle a vu que ça marchait pas, ce qui s'est passé, c'est qu'elle me trouvait plein de petits trucs pour plein de trucs qui étaient plein de raisons, plein de petits trucs. Elle me disait que j'étais moins investie, ce qui est vrai. J'étais plus investie là. J'en avais marre, je restais plus des heures et des heures. Moi, j'étais comme, allez, c'est bon, ciao les amis là. Et en fait, avec raison. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, c'est que vous savez, tout le monde connaît l'entreprise Squares.
le petit carré pour payer. Oui. Et en fait, elle voulait, on avait un service de carte qui ne fonctionnait pas tout le temps. Et elle m'avait demandé de le faire réparer, d'appeler le service. Sauf que déjà, pour faire réparer un service de carte, il faut être la personne en question qui a fait l'abonnement, surtout pour ce genre de sujet. Donc, je ne pouvais pas. Je lui ai dit à plusieurs reprises. Elle m'a dit, utilise le Squares. J'ai utilisé le Squares. Et en fait, elle m'a écrit un jour en me disant, oui, où va l'argent qui va dans Squares? Je fais, sur ton compte. Elle fait, non, je ne le vois pas. Je fais, regarde sur ton Squares. Donc, on regarde tout ça, et j'ai les preuves, hein. On regarde, et ça allait sur son PayPal qui était relié à un tel compte. Elle me dit, ce compte est fermé depuis longtemps, tu as fait une énorme connerie, où est cet argent, tout ça. Elle essaie d'appeler ça. Tu peux pas savoir, tu lui avais même dit de regarder par elle-même. Mais c'est ça, et c'est pas à moi de regarder, j'ai pas ses comptes, moi. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, je me demande, est-ce qu'elle essayait pas de récupérer du cash en faisant croire qu'elle avait jamais reçu de l'argent et tout, comme elle a fait avec Dominique, tout ça, comme elle a fait avec plein de monde, comme elle a fait avec Maria, son ancienne comptable, j'étais là. Genre, elle a dû faire croire, elle voulait sans doute faire croire à sa banque qu'elle a été encore fraudée, alors qu'elle a jamais été fraudée, pour avoir du cash, en fait, je pense. Et parce que c'est horrible, sérieusement, genre c'est comme on entend beaucoup d'histoires, mais vraiment c'est une des plus profondes puis des plus folles histoires que j'ai entendues par rapport justement à des entrepreneurs qui sont prêts à faire à peu près n'importe quoi pour faire de l'argent rapide, pour survivre et puis travailler seulement pour ses intérêts. Parce que, tu sais, encore là, je reviens à avoir une entreprise, c'est des responsabilités. Quand tu as des gens autour de toi, tu as des responsabilités sociales, des responsabilités morales, tu as un devoir envers eux que dans la mesure du possible, tu vas leur donner le meilleur par rapport aux circonstances. Je veux dire, comme pour moi, c'est juste quelque chose de logique. Et puis elle, c'est comme si elle essayait toujours d'évader ce genre de responsabilité-là qu'elle avait soit envers son entreprise ou soit envers ses partenaires, ses associés, ses employés. Et je pense que ce qu'elle voulait, c'était vivre vivre de façon riche et puis vraiment, hein, son train de vie n'allait pas avec clairement l'idée. Enfin, vous êtes deux chefs d'entreprise. Souvent, les chefs d'entreprise ne sont pas payés. Elle clairement, elle payait avec les cartes de Bigarade. Elle payait ses courses avec les cartes de Bigarade. Elle payait ses fringues avec les cartes de Bigarade. Enfin, clairement, je sais pas comment elle faisait comment elle faisait à la base, à partir du moment où genre je sais pas comment on en arrivait là, en fait. Je sais pas comment on en arrivait. Où partait ce cash? C'est que la manière qu'elle gère son entreprise, c'est des choses qui ne durent jamais. Dans le sens où que les gens qui sont là pour les mauvaises raisons, ça ne dure pas. Oui, ça peut être super gros, super vite. Je l'ai vécu, je l'ai vu quand j'étais plus jeune, mais ça ne dure jamais. Je connais aucun entrepreneur qui est sur un modèle de faire un coup d'argent rapide, puis que justement une attitude, on va dire, cavalière avec la manière de gérer son entreprise. Ça ne dure jamais longtemps et ça ne finit jamais bien. Et puis, on le voit à plusieurs reprises. Dans notre cas, encore là, bon, c'est sûr, je suis biaisé, c'est nous-mêmes, mais la manière qu'on gère notre entreprise, c'est notre entreprise en premier. Avant toute chose, dès qu'on reçoit de l'argent qui vient de contrats, on paye nos sous-traitants. C'est la première chose qu'on fait, c'est notre priorité, c'est extrêmement important, c'est sacré pour nous que tout le monde doit être payé. Et puis, on en fait justement, je vais pas dire un excès de zèle, mais dans le sens que c'est la première chose. Automatiquement, dès que de l'argent rentre dans notre compte et que sur un contrat XYZ, on doit de l'argent à des partenaires, à des sous-traitants, automatiquement, on leur fournit ce qu'on leur doit dans les temps qu'on leur doit. Et puis ça, c'est une des choses justement qui fait une de nos fiertés. Puis même des fois, on met de l'argent d'avant. Exactement, et puis même des fois, on va mettre de l'argent d'avance justement pour pouvoir les payer d'avance. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Ben après, le reste de l'argent va dans l'entreprise pour les comptes courants de l'entreprise, c'est-à-dire, exemple, électricité, Internet, bureau, fourniture informatique, etc., etc. Téléphone. Et puis après, qu'est-ce qui reste va à nous. Après, qu'est-ce qui reste? Ah oui, avant d'aller à nous, ça va dans un compte investissement qui est
en partie pour nous, en partie pour l'entreprise, qui en partie réinvestit dans l'entreprise pour que l'entreprise continue de constamment grandir, pour qu'on puisse mettre de l'argent en publicité et puis pour que l'entreprise ait une certaine valeur. On met un certain pourcentage là-dedans. Je vais pas dire la recette secrète, mais il y a un certain pourcentage qui va là-dedans. Et puis là, après, une fois que nos gens ont été payés, que les comptes de l'entreprise ont été payés, autres que nos fournisseurs, autres que nos sous-traitants, et puis que l'entreprise a pris sa cote, on va dire, de roulement et de croissance, parce que nous, on n'a pas juste un fonds de roulement, on a un fonds de croissance, on croit en ça, un fonds de croissance. Mais une fois que le fonds de croissance a été pris, que le fonds de roulement a été pris, là, on se paye. Et puis cette manière de faire, pour nous, elle est sacrée, et cette manière de faire, pour nous, elle est très scalable. Elle est grandissable, elle est élastique, et puis on le voit constamment, justement. Cette année, on parlait de nos chiffres, on a un pourcentage comparé à l'an passé énorme, c'est autour de approximativement combien de pourcents sur l'an passé? Ouais, mon Dieu, on a regardé, c'était 600%. Quelque chose comme ça. Je pense que c'est plus dans les 300%, non? Ah mon Dieu, écoute, j'ai regardé cette semaine. C'est dans les 3 chiffres. Il faudra en reparler, il faudrait regarder. Il y a beaucoup de manières de regarder les chiffres pour les interpréter d'une certaine manière, mais on a une belle croissance. Une croissance qui est, malgré le gros chiffre, qui est très conservateur, mais justement, on fait les choses de la bonne manière. Et puis puis Josiane, ça t'es au courant, si demain matin, on décidait de ne pas être intègre, de dire n'importe quoi juste pour prendre l'argent puis courir, comme surtout dans le web. Surtout dans le web où est-ce que les gens ne sont pas nécessairement des experts, ce serait tellement facile. Ce serait tellement facile de promettre terre et monde, de prendre tout l'argent, se la mettre dans les poches, courir, partir. Oh, merci, bonsoir, au revoir. On pourrait faire facilement de cette manière-là, juste vraiment comme un chiffre ridicule, facilement dans les 7 chiffres, mais on ne le fait pas parce qu'on sait que ça dure pas. C'est pour ça qu'on a une approche beaucoup plus éducative envers les clients, puis c'est plus difficile comme approche, mais sur le long terme, c'est beaucoup plus payant. Parce qu'on leur dit pas qu'est-ce qu'ils veulent entendre, on leur dit qu'est-ce qu'ils doivent entendre, on leur raconte la vraie vie, on arrive avec des vraies études de cas. On leur arrive avec des extraits de notre vie professionnelle et privée, là, tu sais, genre des vlogs, tu sais, je veux dire, tu peux pas avoir plus transparent que nous autres, là. C'est ça, exactement, puis c'est hyper important pour nous. Fait que quand j'entends des histoires, justement, comme qu'est-ce qui est arrivé, et puis que t'as des gens comme ça qui sont édifiés comme étant, genre, des super entrepreneurs, je trouve ça complètement débile. Parce que pour moi, le super entrepreneur, c'est la personne qui va justement faire les sacrifices en premier pour son entreprise, qui va faire sûr que tout le monde chez eux mange bien, et puis que après ça, justement, va se payer lui et bénéficier et récolter des fruits de cela. Je suis pas contre la prospérité. Je suis pas contre réussir dans la vie. Je suis pas contre faire plein d'argent. Je crois que c'est génial. Je crois que... Mais fais-le de la bonne façon. Mais fais-le de la bonne manière, parce que la mauvaise manière, ça te rattrape toujours. Je me rappelle, quand j'étais petit, ma grand-mère me disait, dans les films, c'est toujours les gentils qui vont gagner. Et puis dans la vie, malgré que certaines personnes vont essayer de débattre le contraire, je crois que c'est vrai. Parce qu'au bout de la ligne, quand tu agis comme une merde, et puis que tu es horrible pour les gens autour de toi, et puis pour tes clients, même si au bout de la ligne, d'une manière complètement folle, tu réussis à financièrement t'en tirer, t'as quand même les conséquences morales et sociales qui viennent avec ça, où est-ce que les gens savent t'es qui, que les gens savent que t'es pas intègre, qu'il y a certaines choses que tu peux plus te permettre de faire, ou certains endroits où tu ne peux plus aller, car tu n'es plus la bienvenue là-dedans. Et puis ça, pour moi, ça vaut plus cher que tout l'argent au monde. C'est mon intégrité, l'intégrité de notre entreprise, puis des gens avec qui on travaille. C'est hyper important. Et puis jamais on a voulu ou jamais on a promis à des gens des choses qu'on ne pouvait pas respecter. Lorsqu'on va chercher un sous-traitant, et puis que ce sous-traitant-là, exemple, nous demande un montant, on négocie une somme XYZ, ben c'est parce que cette somme-là nous est déjà garantie par un contrat avec l'autre partie, qui est le client. C'est hyper important. Et puis, encore là, à cause de ces principes-là qui sont, on va dire, presque religieux, qui sont presque du zèle au niveau d'intégrité, ben ça nous permet de grandir, ça nous permet d'être constant, puis ça nous permet d'être optimiste constamment au propos du futur, parce que on n'est pas gêné de sortir dehors.
On n'a pas peur pour notre réputation. Personne peut sortir de drama, surtout dans le cancel culture dans laquelle on fait partie. Même si quelqu'un essaierait de dire quoi que ce soit contre nous demain matin, il n'y a rien à dire. Parce que, selon moi, on est complètement, selon nos principes d'intégrité et de transparence, irréprochable. Et puis, sur 1 à 3 ans, les marques qui veulent faire des hit and run, faire des coups d'argent rapides, vont gagner. Mais sur une période de 5 à 10 ans, 10 ans et plus, Exact. les marques intègres vont toujours gagner. Exactement. Donc, Priscilla, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans le podcast Wi-Fi Café Ambition. C'est super apprécié. On le sait que tu es super occupé avec ton enfant et puis vraiment, on te remercie d'avoir pris le temps. D'avoir pris cette heure-là. D'avoir pris l'heure. Puis de nous avoir partagé justement, oh my god, je sais pas comment dire, je suis un peu à l'envers, de tout savoir qu'est-ce qu'elle a fait. C'est grave, là. C'est quasiment criminel. Ça serait tellement un bon documentaire d'enquête. C'est un bon... justement, là, au moins, elle réussirait. Comme, elle devrait vendre son histoire à Netflix, là. Comme, littéralement. Non, mais c'est pas elle qui devrait... Tiger King, Bigarade, même combat. C'est pas elle qui devrait vendre son histoire à Netflix. C'est toi qui devrais vendre ton histoire. Je pense qu'il y a, franchement, si vous pouvez parler à toutes les autres filles et tout, même à Dominique, si vous pouvez les avoir, parce que moi, je suis juste, franchement, je pense que je suis pas l'histoire la plus importante, parce qu'à la fin, moi, je suis heureux, je suis en France, je vais bien, parce que clairement, pour tous les haters qui disent, ouais, c'est l'histoire de cash, ces gens-là, c'est des gens pas contents. Non, c'est pas une histoire de cash. Franchement, je pense qu'on est plus on est plus blessé psychologiquement en ce moment. J'ai peur que si elle écoute de recevoir un message d'elle, et si je reçois un message d'elle, je vais sans doute dans un coin en train de pleurer. Mais c'est quoi qu'elle va faire? T'es irréprochable, t'es en France, c'est quoi que tu vas faire? C'est ton histoire. Sérieusement, c'est ton histoire, c'est ton expérience, et puis genre, excuse-moi, mais si elle essaye de faire de quoi, je vais te donner le nom de mon avocate, puis tu vas voir que elle va retourner chez eux. Oui, non, totalement. Puis, tu sais, je veux dire encore là, elle est bienvenue à venir sur le podcast. Moi, j'aimerais faire un épisode pour entendre sa version, parce que peut-être qu'on se trompe, peut-être que dès le début, tu sais, j'en doute, mais peut-être qu'on est dans le tard, peut-être qu'il y a des informations importantes, super manquantes. Peut-être. Mais elle reste silencieuse sur les médias sociaux. Oui, elle devrait juste. Ça en dit beaucoup aussi. Et elle efface tous les messages. Que je regarde je suis sur le site de Bigarade, sur sa page Facebook. Il y a 150 commentaires, mais j'en vois que 31. On m'explique? Wow. Comme sérieusement, en plus en com, on l'a toujours dit, si on a une bad communication, la pire des choses, c'est de rester dans le vide et de rien dire, parce que ça va monter. Il faut être transparent, il faut en communication crise, il faut être transparent, il faut dire, écoutez, j'ai merdé les gens, je m'excuse, voilà. Exact. Je m'excuse, je veux partir faire un petit vidéo super émotionnel et tout, et puis être transparent à propos de la situation, montrer les moyens qu'on prend pour remédier à la situation, montrer comment qu'on va réparer les dommages qui ont été faits. C'est avec la transparence. Dans le fond, là, tu sais, la petite musique triste, là, je suis vraiment, vraiment désolée, puis faire un Logan Paul d'elle. Non, c'est une joke. Mais après, elle a commencé, elle a commencé à faire ça. Et malheureusement, elle a commencé à dire oui, voilà, c'est difficile pour moi et tout. Et ce qui me rend triste, c'est les gens qui remettent des commentaires comme arrêtez de vous auto-flageller, allez de l'avant coûte que coûte. Le reste, c'est des détails. Donc, nous, les victimes, on est des détails. Enfin, on n'est pas des détails, c'est des humains, on est des êtres humains. On ne demande pas de cash à personne qui demande du cash à part Dominique, parce que Dominique, c'est son histoire. Mais aucune des filles ne demande de l'argent. Aucune. Personne ne demande de l'argent. Mais à ce que je peux comprendre, elle a subi des dommages qui sont financiers, donc c'est totalement justifié. Pour moi, c'est pas... je sais pas combien elle demande, je connais pas les détails. C'est un homme, Dominique Gagnon, comme dit Geneviève. Oui, il y a 18 heures. Ah, ok, non, désolé, excuse-moi, je me suis trompé avec quelqu'un d'autre dans l'histoire. Désolé, je vois. Ok, oui, l'investisseur, oui, ben, c'est normal parce qu'il y a énormément d'argent impliqué, puis il a subi des dommages financiers, donc c'est normal. C'est totalement normal, puis c'est par sa faute, puis sa négligence, elle, encore là, tu sais, je veux dire, je peux pas en être le juge de qu'est-ce qui va se passer, mais pour moi, selon mon interprétation, ça semble logique. Alors, moi, je pense qu'elle va s'en sortir. Il y a 18 heures. Josiane va sortir sa version à lui. Non, Bigarade, là. OK, la version Bigarade, OK. Donc,
Bâtir une entreprise de mode 100% québécoise, ce n'est pas facile. Ben ça, n'importe quelle entreprise, fille, excuse-moi, mais c'est pas facile. L'entrepreneuriat, c'est difficile, point. François Lambert en a fait un livre. Oui. Donc, je continue. Ça l'est encore moins quand on doit se réinventer en pleine pandémie. Et ça, c'est un autre fait. J'y donne. Embaucher de nouvelles équipes, motiver les troupes pour travailler sans relâche. Ça aussi, je sais que c'est pas facile. Je me doute sur le mot motiver. Là. Ben, c'est ça qu'elle dit, motiver les troupes. Donc, faire arriver les matériaux nécessaires pour fabriquer toutes les commandes et j'en passe. Jusqu'à là, je suis totalement d'accord avec elle. OK, dans le sens que on est en entreprise, on vit les mêmes challenges, même si c'est totalement différent. Et moi, je lance une nouvelle gamme prochainement de vêtements. Et j'attends toujours après mes samples, puis ben j'attends avant de lancer justement. Mais tu vends pas en avance. C'est ça. Tu fais pas des promesses que tu ne peux pas respecter. Exactement, tu sais, faut que On a des beaux vêtements, puis il y a des gens qui disent je suis prête à acheter, je suis même prête à préacheter. On en a eu. On a dit tant qu'on n'a pas les produits physiquement, on va pas risquer. Qu'on a testé la qualité puis tout ça. Non, tu sais. On vend pas ce qu'on n'a pas. Exactement. Ou donc, on vend pas ce qu'on peut pas garantir du moins. Exactement. Donc c'est ça. Je continue le statut en question. Mes relations de travail n'ont pas toujours été faciles avec certaines de mes collègues, j'en conviens. Encore là, tu sais, avec n'importe qui, ça peut pas être facile, mais là, on parle de mettre en péril la santé des gens, que ce soit Priscilla ou la couturière. Donc, c'est ça. Donc, c'est grave, là. J'en suis sincèrement désolée si j'ai pu aller trop loin parfois. Sniff, 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 lame de crocodile. Excusez. Cependant, je n'ai pas tenté de profiter ou d'abuser des gens pour autant. Tu faisais sa vaisselle, la litière de son chat, Priscilla, puis quoi déjà? Oh là, ouais, son lit. J'ai nettoyé ses toilettes. Bon, fait que je nettoie même pas les toilettes. Dernier paragraphe. Oh my God. Dieu. Oh. Quitte pas moi non plus. Mon Dieu. Donc, le dernier paragraphe, c'est concernant les retards pour les livraisons ou les suivis sur les commandes. Nous avons eu de nombreux obstacles à surmonter ces dernières semaines et nous en sommes toujours désolés. Toutes nos commandes restantes devaient être complétées et expédiées d'ici le 26 juillet. Excuse-moi, mais c'est un peu long. c'est un peu long. Comme encore une fois, pourquoi t'avais pas les produits en stock au moment d'avoir commencé cette campagne-là? Pour ceux qui ont demandé un remboursement et qui n'ont pas encore eu de réponse, vous serez remboursés. Merci à tous de votre patience et d'encourager l'économie locale. Je sais pas s'ils seront remboursés. C'est facile à dire, mais si elle a dépensé de l'argent, qu'aujourd'hui elle a plus. Non, elle utilise Shopify. Vous le savez que genre c'est très simple de rembourser les gens sur Shopify. Ben oui. Comme elle utilise Shopify, vous le savez. Genre, vous devriez même faire une vidéo pour montrer comment on rembourse quelqu'un. C'est très simple. C'est juste un bouton. Ben oui, donc, facile. J'ai vu des commentaires J'ai vu des commentaires de gens qui disent oui, il y a des problèmes avec leur institution bancaire. Non. C'est très simple. Simple. C'est un bouton. Stripe n'est pas le problème. J'imagine elle utilise Stripe pour. Je sais plus. Oui. Le module de paiement. Oui, c'est ça, c'est Stripe. Regarde, Stripe, c'est le plus gros avec PayPal pour qu'est-ce qui est gestion de paiement en ligne. Son entreprise n'est pas assez grosse pour causer un problème de volume avec Stripe, mais pas du tout. Il y a des multinationales qui l'utilisent, OK? Donc, ce n'est pas un problème de Stripe pour le remboursement, ni de Shopify. C'est un problème de elle-même et de sa gestion. En gros, c'est quand elle essaie de rembourser, et puis si, exemple, ça dit qu'il y a un problème bancaire, ben c'est que le problème est dans son compte de banque à elle. Mais encore là, ce n'est que supposition, mais c'est assez réaliste de penser ça. Tu sais, je regarde aussi beaucoup présentement, tu sais, des gens qui sont super connus dans le monde du marketing web, comme Rachel Hood-Simard. Tu sais, elle dit, moi, je me doutais que quelque chose clochait avec Bigarade quand je leur ai écrit mardi pour savoir ce qui se passait avec ma commande du 5 mai. Puis là, elle vient de voir l'article, puis elle dit voilà les réponses louches qu'elle a reçues, puis elle expose tout ça. Wow. Marie-Annick Boisvert, qui est hyper connue en communication, justement dit que elle adore faire rayonner les entreprises locales, mais là, on vient d'ouvrir une boîte de Pandore. Là, je le résume, mais tu sais, ça se trouve je suis tellement fier qu'on ait eu la colonne de dire non à ce deal-là qu'on nous l'a proposé. Exactement. Parce que, Priscilla, tu sais, je veux dire, la partie que tu sais pas, c'est qu'on s'est fait dire par d'autres agences, on a le contrat et on veut vous donner le contrat. Je sais pas pourquoi, mais il y a pas de problème, prenez-le. Il est déjà fait.
l'argent vous attend. Ou je cherche un expert Shopify sur les groupes d'entrepreneurs et de professionnels du web. Dans les 2 dernières semaines, c'est le deal que les gens de l'extérieur qui étaient pas au courant de l'histoire nous taguaient puis ont essayé de nous forcer, pas nous forcer dans le deal, là, parce que personne ne l'a forcé, mais nous le suggérer fortement. Et puis nous, on a dit, on a fait nos recherches diligentes. On connaît des gens qui ont travaillé là, et puis ce n'est pas le genre de marque, par intégrité, avec laquelle je voudrais m'associer. Et puis tout ce qui est arrivé dernièrement prouve qu'on a fait la bonne chose. Parfois, justement, d'être patient et puis de prendre les bonnes décisions en affaires, prendre le temps de faire ses recherches, pas sauter sur n'importe quelle opportunité, ça paye. Parce qu'imagine le drama de merde avec lequel qu'on serait pris sur les épaules. De 1, ce serait probablement presque impossible de se faire payer. De 2, les gens nous associeraient avec eux et puis toutes les conneries qu'elle dit les associerait comme quoi c'est nous qui lui dit de le dire, ce qui est complètement pas le cas. Et puis elle, pour sa défense, pourrait se servir de nous comme un genre de bouclier, j'allais dire un bouclier humain, mais comme un bouclier corporatif. Mais c'est nos médias qui m'a dit de dire ça, c'est nos médias qui m'a dit de faire ça. Non, ce n'est pas nous. Exactement. Et puis, je suis content de pas avoir pris le deal, parce qu'on a énormément de valeur à pas l'avoir pris, justement. On aurait beaucoup plus perdu que gagné, donc je suis content. Même si on aurait été payé, on aurait eu beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Exactement. Puis je suis comme contente d'avoir écrit à ces personnes-là en privé. Ben, tu sais, moi, j'ai entendu des histoires qu'elle payait pas ses fournisseurs. Tu sais, de personnes. Des histoires. C'est ça, tu sais, c'est ça, je leur disais. Tu sais, je disais pas c'était qui, c'était quoi. Aux gens qui me taguaient, je dis, moi, je ne touche pas à ça. Je ne touche pas à ça. C'était clair. Ouais. Et là, tu sais, on voit donc tout ce qui se passe, puis on recueille des témoignages comme le tien, là. Tu sais, moi, à quelle histoire ça me fait penser, Josiane? Quoi? Celle de Joe Exotic. Mais c'est ça, je t'ai dit, Tiger King, l'histoire de Tiger King, puis l'histoire de Priscilla, faut vraiment que tu vendes à Netflix. Joe Exotic traitait son staff comme de la merde. Il était complètement sociopathe. Il faisait que travailler pour ses intérêts à lui. Et puis, genre, à un moment donné, il y a une fille qui travaillait dans son zoo, qui s'est fait arracher un bras par un tigre, puis lui, il était comme... Le lendemain, il est revenu travailler. Oui, il est revenu travailler, genre, 2 jours plus tard. Genre, elle s'est fait arracher un bras par le tigre, elle s'est fait amputer le bras, puis lui, il disait, non, tu reviens travailler demain, là. Tu reviens travailler demain. Puis quand elle s'est fait arracher le bras, c'était pendant le tournage du documentaire. Et puis, il disait, genre, appelez pas l'ambulance, je m'en occupe. Puis c'est comme, what the fuck? Elle s'est fait bouffer son bras par le tigre. Puis là, le lendemain, elle fait un point de presse et c'est exquis dans le sens que ben ça fait partie du challenge de travailler avec les tigres. C'est incroyable. Moi, ça me fait penser à exactement ce genre de personnalité-là. Je veux dire, comme sérieusement, faudrait notre version québécoise de Tiger King, ça pourrait être Litry King. Non, ça sonne pas bien. Les trucs, oui, non, je sais pas, mais je dis des blagues, mais ça me fait penser un peu sur certains points, un petit peu à cette histoire-là complètement folle. Puis vraiment, Priscilla, merci d'être venue nous en parler. Merci d'avoir fait le spotlight là-dessus, parce que c'est vraiment quelque chose d'énorme. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Et puis, peut-être on se fera un autre épisode avec un update dans les quelques prochaines semaines. Ça pourrait être intéressant. Pas de problème. Oui. Merci à vous. Merci Priscilla, passe une bonne journée. Bonne fin de journée. Oui. Et puis prends soin de ton enfant, dis bonjour à ta famille. Et puis comme on dit, on s'appelle et on déjeune. Oui. Super, bye Priscilla. Okay, bisous Priscilla. Donc, merci beaucoup de ton temps. C'est la fin de l'épisode de Wi-Fi Café Ambition. Merci d'avoir été avec nous. Et puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Anchor, YouTube, Balado Québec, iTunes, Spotify, Google Podcasts, un peu partout sur le web si vous cherchez Wi-Fi Café Ambition Podcast. Merci les gens d'avoir été là avec nous une autre semaine. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.